Eh bien, bonjour à tous. Je n'ai pas l'expérience de Gilles Delisle, hein, mais on va essayer d'essayer d'être aussi performant que lui. Donc, la lutte contre la fraude, innover à tous les étages pour la banque et l'assurance, c'est un sujet très large et complexe qu'on va essayer de simplifier aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer par une rapide introduction de chacun d'entre vous. Peut-être à commencer droite à gauche. Estelle? Non. Tiens. Là. Ah oui, ah, voilà, ça t'appuie. Test, ça marche. Bonjour, Estelle Nodin. Je m'occupe des solutions de cybersécurité et de sécurité financière chez Mastercard en France. Bonjour, Laure Littler. Moi, je suis DG Donné Trust, qui est une entreprise qui fait des solutions de lutte contre la fraude, notamment de détection d'identité synthétique pour le e-commerce et pour le secteur de la banque assurance. Bonjour, Olivier Artus et Aidino, donc en charge de l'Europe du Sud et de la distribution de nos services d'entrée en relation, de sécurisation des identités. Bonjour à tous, moi je suis Marc Debocor, je suis le CEO de la société Finovox. Et Finovox, c'est un outil de détection de faux documents. Donc, de façon très concrète, vous nous envoyez n'importe quel document et on vous dira s'il a été retouché, trafiqué, créé sur le dark web, ce genre de choses. Merci à vous. Et donc pour ma part, alors oui, on attend aussi Nicolas qui ne devrait pas tarder. Je l'ai vu tout à l'heure, donc il se cache, il est timide. Donc pour ma part, Brice Barouche. Donc moi je suis country manager Provenir. Et Provenir, c'est une société qui propose une solution pour aider les banques à mieux monter leur stratégie, notamment pour attribuer des crédits à leurs clients. Et Nicolas qui arrive. On était au niveau de l'introduction, donc je te laisse te présenter. Désolé pour le retard. Nicolas Laurenchet, directeur commercial à Anotherway, jeune société de 5 ans basée à Rennes qui travaille sur les risques cyberhumains et qui participe à ces tables rondes pour voir dans quelle mesure les risques cyberhumains peuvent avoir une répercussion sur les problématiques de fraude et voir ce qu'on peut y faire. Merci à tous. Donc peut-être on peut commencer par un chiffre. Alors c'est pas moi qui l'invente, mais c'est la Banque de France, donc on peut leur faire confiance. 1,2 milliard d'euros, c'est le montant des fraudes bancaires qu'il y a eu l'année dernière, et elles se répartissent principalement sur 3 axes: la fraude au paiement, la fraude au chèque et la fraude au virement. Avec quelques petites fraudes supplémentaires, mais on va dire que c'est 90% des fraudes. Peut-être que la première question qu'on peut aborder aujourd'hui, c'est pourquoi on parle de fraude dans un salon cyber. Quel est le lien entre la cybersécurité et la fraude? Est-ce que peut-être l'un d'entre vous pourrait faire ce lien, à une vision aisée entre les deux? Nicolas, Estelle? Oui, effectivement, donc il y a un lien extrêmement fort entre la fraude et la cybersécurité. D'abord parce que toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui dans le phishing, et on sait que le phishing est une énorme source à la fraude bancaire. Donc toutes ces données qu'on trouve et qui permettent de faire du phishing, elles proviennent principalement de cyberattaques, donc de fuite de données personnelles, numéro de téléphone, nom, prénom. Dernièrement, c'était pour des millions de Français leur numéro de sécurité sociale. Et derrière, ce sont des professionnels de la fraude qui se sont vraiment professionnalisés, qui vont utiliser tous les moyens possibles, imaginables, parce que eux ne sont pas soumis à des réglementations GRDPD et autres. Et donc ces fraudeurs vont utiliser ces données pour manipuler les porteurs de cartes, pour manipuler les clients de banques, pour qu'ils fournissent volontairement soit encore plus d'informations de telle sorte qu'ils vont pouvoir aller dans leur compte en banque, changer les RIB ou les pousser tout simplement à accepter des transactions de telle sorte que c'est très dur aujourd'hui pour une banque de pouvoir identifier que c'est une fraude car il y a l'approbation du porteur. Et au-delà même, on va dire, de cette information présente dans le dark web qui est vendue, on a également toute
tout un cas de scénario on va dire de pain testing, de cartes qui sont de scénarios de bin attack, où on va voir par exemple des fraudeurs qui vont générer automatiquement des numéros de cartes et qui vont les tester auprès des infrastructures des banques. On va avoir des fraudeurs qui vont faire du DDoS attack, donc le but étant de faire tomber les infrastructures de sécurité des banques. Et donc tous ces différents cas de fraude, tous ces différents cas d'attaque vont permettre au bout du compte de générer, comme tu l'as dit, un taux extrêmement important de fraude. Alors ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la fraude a baissé sur l'année 2022 de 4% globalement. Donc ça c'est une première et c'est très positif. Et par rapport justement à la fraude aux moyens de paiement, donc de cartes sur Internet, elle a baissé d'un tiers. Ce qui est vraiment la preuve que quand on met des garde-fous, ça fonctionne. La fraude a baissé, mais les tentatives ont augmenté. C'est bien ça. Oui, Ouais. oui. Et surtout, ils s'adaptent. Oui. Nicolas, tu voulais rajouter ? Non, pour entrer un peu plus dans le détail de quelles sont ces données, c'est vrai qu'en fait aujourd'hui quand on consomme du digital, on va exposer des données sur tout un tas de plateformes et à un moment donné, ces plateformes-là se font attaquer. Donc ça peut être aussi bien un site marchand qu'un site de banque, etc. Et donc ces données à un moment donné se retrouvent dans une autre zone, c'est la zone des données volées, et c'est toutes ces données-là en fait qui composent votre identité ou empreinte numérique. Et en fait, c'est ces éléments d'information qu'on va retourner contre vous dans un process de fraude. Alors le phishing, c'est quoi ? C'est un email très contextualisé où on va connaître finalement tout un tas de choses sur votre vie, et c'est là que vous allez cliquer finalement sur ce qui vous n'auriez pas dû cliquer. Et ensuite, après, il y a tout un tas d'autres patterns où on va usurper l'identité ou vous connaître tellement bien qu'on va vous engager à faire des actions que vous n'auriez pas faites. Et donc ça, c'est tous les éléments que vous donnez à un moment donné dans votre parcours de vie digitale. Donc il faut vraiment avoir en tête tous ces éléments-là. Ok, c'est clair. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la partie... Alors, on a parlé de cette relation cyber-fraude. La fraude réduit en effet, les tentatives augmentent. Ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi d'évoquer l'impact qu'a la fraude sur les organisations. Eric n'est pas là pour la partie utilisateur, mais je pense que vous voyez tous l'impact que la fraude a dans les organisations. On parle de réputation, d'organisation, alors évidemment perte financière. Qu'est-ce que vous voyez dans vos différentes expertises ? Peut-être que si on peut, peut-être Marc, dans un premier temps, que vois-tu de ton côté vis-à-vis de tes clients ? Ouais, alors nous, on ne traite pas spécifiquement de la fraude bancaire ou des fraudes au paiement. Et donc sur ces canaux-là, la fraude ne diminue pas pour le coup. Donc la fraude documentaire, qui sera notre credo, est plutôt en augmentation constante parce que c'est très facile de faire un faux document et qu'il y a de plus en plus de digitalisation. Donc on envoie ses factures, ses fiches de paye, ses documents d'identité de façon digitale et on a moins de scrupules à frauder. Les conséquences pour les organisations, évidemment, c'est financier, déjà. Pour donner quelques chiffres, ça peut représenter 3% en banque, ça peut représenter 10% en assurance. Donc sur 10% des primes que vous allez, des indemnisations que vous allez faire, peuvent être trafiquées sur ces parcours-là. Et globalement, ça représente un préjudice qui est compliqué à estimer parce que les organisations elles-mêmes ne savent pas forcément quand elles se font frauder. Les services publics ont aussi du mal, on le voit un peu dans l'actualité, à estimer de combien ils sont fraudés à la CAF, à Pôle emploi. Mais c'est un chiffre en France qui tourne entre 10 et 40 milliards selon les bords politiques et les calculs. Et pour le privé, c'est à peu près les mêmes montants. Ouais. Ça fait rêver. Olivier, tu voulais... C'est une grosse fourchette, c'est presque un râteau à ce niveau-là. Ouais, voilà. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, quoi. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je rejoins ce que dit Marc. On constate, nous, chez les clients avec qui on peut travailler, que ce soit dans les services financiers ou dans d'autres domaines d'ailleurs, que le premier impact, il est évidemment financier. Ouais. Et la fraude sur l'identité, qui est plus complémentaire à la fraude documentaire, elle augmente drastiquement, par les moyens d'ailleurs qui ont été évoqués juste avant, à savoir toutes ces données qui sont manipulées, volées. Finalement, la fraude, telle qu'on la voit nous, est un dégât collatéral, quoi. C'est-à-dire, c'est une des conséquences des problématiques de cybersécurité. Et chez nos clients, alors évidemment financiers, mais
n'oublions pas la réputation qui a été évoquée. Des sociétés qui sont parfois jeunes, des fintechs, des sociétés dans le paiement, qui peuvent avoir des pertes importantes de clientèle du fait de fraudes avérées qui sont communiquées. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations circulent vite, ça se sait. Et puis au-delà de ça, même si là on est dans un environnement B2B, n'oublions pas les impacts aussi sur les particuliers eux-mêmes, parce que l'impact est même là d'ailleurs souvent le plus fort de tous ces moyens de défense qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que demain, ces gens-là ne soient pas dans des situations très compliquées du fait de ces fraudes. Donc oui, en augmentation sur la partie identité, certainement. Et peut-être pour compléter, ce qu'on constate aussi, c'est que comme effectivement la partie paiement est de mieux en mieux protégée, on a vraiment un déplacement des fraudeurs à d'autres moments quelque part du parcours, quel qu'il soit. Et donc ce qu'on constate notamment, c'est l'augmentation de tout ce qui est fraude au remboursement, toutes les parties de chargeback, qui devient un vrai problème à la fois évidemment des commerçants, mais aussi des banquiers forcément, puisqu'on a toute cette notion de fraude au remboursement qui devient très très importante, puisque les fraudeurs sont allés chercher des endroits moins bien protégés dans le parcours, forcément. Et en termes réputationnels, est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous voyez parmi vos clients, comment vous agissez là-dessus, ou comment les clients agissent sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a des services particuliers qui ont été mis en place? Je pense qu'en termes réputationnels, il y a quand même eu tout un travail qui a été fait par les associations de consommateurs pour pousser les banques à rembourser systématiquement le porteur qui a été fraudé. Et ça, c'est un vrai travail, notamment financier pour les banques, parce qu'aujourd'hui, elles se retrouvent confrontées à une augmentation énorme de certains types de fraudes avec des montants beaucoup plus conséquents. Parfois, ça peut être 50 000 € parce que c'est un virement qui a été fait. Ça peut être de la fraude au président. On voit en plus avec l'arrivée de l'IA qu'il va y avoir des cas de fraude qui sont de plus en plus difficiles à détecter. Et même s'il y a eu une authentification, on a derrière la justice qui va pousser les banques à dire voilà, vous êtes responsables, vous devez vous outiller, c'est vous qui avez la main sur le risque et c'est vous qui êtes en mesure d'identifier ça. Et donc, je pense qu'effectivement, d'un point de vue réputationnel pour une banque, être en mesure de protéger son écosystème, ses clients, voir venir la fraude, ça va devenir quelque chose de très... ça va être un vrai argument marketing et aussi, au-delà de l'argument marketing, ça va être un vrai retour sur investissement parce que, derrière, il faut rembourser le porteur de carte. Le 3DS fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité et de plus en plus des transactions de e-commerce, notamment, qui sont les transactions les plus frauduleuses, sont authentifiées et donc la responsabilité repose sur la banque émettrice, à part quelques cas spécifiques. Mais donc voilà, donc on a un vrai enjeu financier et réputationnel pour les banques. Et cet enjeu, nous, on le voit derrière rejaillir sur les partenaires marchands aussi, puisque forcément, les banques ont cette exigence auprès des commerçants en leur demandant un respect d'un certain nombre de taux de fraude sur leurs transactions. Post-DSP2, il y a eu un sentiment en général que l'ensemble des transactions allaient être protégées grâce à l'authentification forte, et donc un relâchement d'un ensemble de mesures plus générales, en se concentrant sur l'authentique forte. Et on a vraiment, nous, des commerçants qui sont venus nous voir en nous disant on a maintenant des problèmes parce qu'on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Et donc, on a des problèmes avec, effectivement, les banques émettrices qui nous disent mais là, vous avez des taux de fraude qui sont trop élevés, donc vous devez mettre en place d'autres mesures en plus transactionnelles et plus comportementales. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont apparues ces 2 dernières années, je dirais. Ok. Justement, c'est un bon lien, c'est-à-dire que tu évoquais donc PSD2. Voilà, comment vous situez le réglementaire dans toute cette stratégie de lutte contre la fraude? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce qu'au contraire, ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des manquements? Voilà. Quel est cet équilibre potentiel entre réglementaire et action mise en place? Alors peut-être on peut dire 2 mots de ce qui est en train d'arriver, puisqu'on sait qu'il y a la DSP3 qui est en train d'arriver, qui est en ce moment en train d'être justement encore discutée dans les instances européennes. Mais ce qu'on voit quand même se profiler, ça aura un impact forcément très fort sur tout le secteur,
C'est alors d'abord évidemment une facilité plus grande, une possibilité plus grande de partager les informations frauduleuses. On pense notamment aux IBAN frauduleux. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour avoir des meilleurs moyens de lutte. Mais aussi beaucoup plus d'exigences envers notamment les PSP, quels qu'ils soient, autour justement de la mise en place de mécanismes beaucoup plus holistiques de protection, au-delà de l'autente forte, avec vraiment des détections d'éléments environnementaux, d'éléments beaucoup plus précis autour du comportement des clients. Donc ça, c'est vraiment des exigences qui vont se renforcer pour l'ensemble de l'écosystème PSP. Des exigences de sensibilisation des clients, des collaborateurs qui vont être aussi beaucoup plus élevées. Et puis, Estelle t'en parlait juste avant, mais les obligations de remboursement de consommateurs qui auraient été victimes justement d'une fraude pendant laquelle on se fait passer pour la banque. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va probablement beaucoup impacter tout le secteur et qui va demander du coup d'être beaucoup plus vigilant. Ouais, c'est-à-dire que la responsabilité ira côté banque. Exactement. Voilà. Ok. Juste pour généraliser un peu et sortir du seul paiement, qui en fait partie bien sûr, mais la réglementation aujourd'hui, la conformité, elle est bien plus vaste. Si on regarde le cycle de vie client et ses différentes étapes, qu'il s'agisse de l'entrée en relation, voire même en pré-entrée en relation pour ce qui concerne Honey Trust, pour ce qui concerne les opérations dans la vie dont on vient un peu de parler, du transactionnel, qui vont aussi être des opérations sur compte, qui vont être des changements de coordonnées, tous ces actes qui paraissent anodins mais qui nécessitent une surveillance. En fait, jusqu'au sinistre et au suivi de ces sinistres et comment est-ce qu'on peut les sécuriser, en fait, les réglementations, elles visent à sécuriser et renforcer tous les moyens de défense possibles à chaque moment de cette vie du client. La question que tu posais, c'était est-ce qu'elle est contraignante ou oui, elle l'est certainement. Mais avec des solutions telles que celles qui sont représentées ici, je crois que ça de plus en plus peut être vu comme une opportunité. Il y a des solutions aujourd'hui assez smart, quand elles sont bien mises en œuvre dans un parcours de défense complet, qui permettent à la fois de se mettre en conformité, de réduire ses risques et également de profiter de taux de conversion intéressants permettant de continuer à faire de l'acquisition, tout en répondant au réputationnel dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir communiquer en disant « je vais vous protéger ». On va créer de la confiance ensemble dans justement ces interactions sur l'ensemble du cycle de vie. Donc pour ça, le réglementaire, que ce soit la CPR et toutes les agences connexes type AMF & Co, font, je pense, un assez bon travail de cadrage qui laisse suffisamment de marge de manœuvre pour créer des solutions qui, malgré tout, favorisent le business tout en sécurisant. Et étant donné que les professions financières sont de plus en plus régulées, ça peut avoir des conséquences pour l'organisation elle-même, retrait de licence, amende assez conséquente, ou si vous êtes une fintech et que vous voulez une accréditation, la CPR vous la refuse parce que vous ne faites pas les bons checks. Et voilà, ça peut avoir des conséquences assez importantes, clairement. Oui. Donc en fait, vous voyez plutôt comme quelque chose de positif. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que faut aller plus loin, et il y a toujours encore ce lien avec la friction. On sait très bien que toutes les banques essayent de limiter cette friction. Comment on fait ? Alors, je ne suis pas régulateur, j'aurai du mal à répondre, mais est-ce que c'est suffisant ? Certains vous diront très conservateurs que non, ça ne l'est pas. Nous, côté fournisseur de solutions, on estime qu'aujourd'hui, le panel, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire sur les entrées en relation qui font partie des premiers moyens de défense, il y a déjà un panel important de solutions qui sont à la fois viables en tant que telles et conformes, qui répondent à ces problématiques. Il y a encore de la place pour de l'innovation. Nous-mêmes, on a sorti récemment une nouvelle solution qui réintroduit de l'humain typiquement dans de l'algorithmie, ce qui est un petit peu à l'inverse du marché, mais qui finalement bouge certains trous. Donc ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour de l'innovation, pour faire en sorte que la réglementation soit une opportunité, et pas simplement un carcan réglementaire qui distribue des amendes quand les choses sont mal faites. Donc ouais, je pense que c'est une bonne chose. Quand on pense à par exemple, ce que prépare DSP3 et la demande du régulateur, justement, de beaucoup plus contextualiser
la transaction et le paiement, elle va dans le sens justement de faire baisser la friction pour le consommateur, puisque finalement l'exigence qui est posée, c'est au-delà des mécanismes d'autant de force systématiques, etc., qui vont être potentiellement créer de la friction entre autres, mais on peut parler aussi effectivement de KYC, etc. On va vraiment demander d'aller contextualiser, d'aller chercher par des informations extérieures plus larges, détecter les anomalies qui vont nous faire dire là il y a un risque. Et c'est cette détection d'anomalies finalement qui va être du coup à la charge finalement non pas du client final mais bien du PSP qui va permettre de rester dans du temps réel ou du quasi-temps réel et d'éviter la friction. C'est tout le sujet. Et donc derrière, effectivement, quand on parle de détection d'anomalies, quand on parle pattern, on parle évidemment IA, on parle voilà tous ces sujets qui nous occupent tous. Et je suis d'accord sur le fait que est-ce que ce sera suffisant? Non, ce ne sera pas suffisant parce qu'on voit que à chaque fois les fraudeurs innovent eux-mêmes. Ils trouvent toujours un moyen de contourner. Donc se dire aujourd'hui oui, ça sera suffisant peut-être 6 mois plus tard, mais dans 1, 2, 3 ans, non, ils vont trouver un moyen de contourner tous les garde-fous qu'on va mettre en place. Et donc c'est important d'avoir ce suivi en permanence, d'identifier qu'est-ce qui arrive. Et c'est un travail de tout l'écosystème. C'est pas uniquement les banques, c'est pas uniquement les PSP, c'est aussi les marchands. C'est un vrai travail qu'il faut mettre en place pour aussi éviter toute la partie friction qui arrive, mais même sur la mise en relation. Effectivement, on a nous des clients qui nous disent voilà, on perd du client parce qu'on met trop de friction à l'ouverture de compte. Comment est-ce qu'on peut réduire la friction au niveau de la vérification d'identité? Comment est-ce qu'on peut réduire la friction au niveau de la modification des informations personnelles? Comment est-ce qu'on peut réduire la friction au moment du paiement? Donc en fait, il faut parcourir de façon extrêmement subtile les problématiques à la fois de détection de fraude, de frictionless pour que le client légitime ne se sente pas lésé et doive s'authentifier sur 3 appareils différents avant de pouvoir faire son achat ou ouvrir son compte et faire en sorte que derrière l'expérience client soit optimale et elle soit sécurisée. Donc c'est vraiment tout le travail qui doit être mis en place et c'est un vrai travail d'écosystème. Sans oublier les utilisateurs, parce que finalement, ce qu'on se dit, c'est que la fraude, elle cible les personnes et leur empreinte numérique, leurs données personnelles. Donc, une fois qu'on détecte les fameuses anomalies, il faut les donner à ces utilisateurs et leur donner aussi des actions à réaliser pour qu'elles puissent prendre soin de cette empreinte numérique, de ces éléments en fait, qui génèrent un risque. Parce que si les utilisateurs ne restent que des consommateurs, en fait, on va continuer à être dans cette escalade. Tandis que s'ils se saisissent du sujet, on sera dans une logique d'écosystème incluant les utilisateurs et on aura une capacité finalement à baisser cette friction. Juste peut-être pour rebondir, c'est intéressant ce que disait Estelle, donc on est d'accord, c'était très bien aussi. Mais non, mais il y a un truc qui m'a interpellé, on a une expérience, nous, on va dire en cours, qui est assez récente en tout cas, puisqu'on parlait de régulation, est-ce que c'est contraignant, est-ce que ça apporte quelque chose, versus le moins de friction possible pour pouvoir faire de la conversion. Le régulateur français qui est quand même assez bien câblé et assez orienté business malgré tout, la CPR, il y a eu ce référentiel PVID là, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, en tout cas sur la partie KYC, si on regarde cette étape-là, qui a été vue d'abord par les acteurs bancaires, des acteurs fintech et autres comme une contrainte forte, d'un parcours très contraignant, et c'est vrai qu'il l'est. Il crée énormément de friction, du coup des taux de chute plus forts, et en fait avec certains de nos clients qui ont testé plusieurs de nos services sur leur flux d'entrée en relation, on a constaté effectivement que ces contraintes créaient finalement un taux de conversion plus faible, mais qu'à la fin, les clients qui restaient qui étaient passés dans le tamis et qui avaient été validés étaient beaucoup plus propres, je le dis avec des guillemets, propres voulant dire plus bénéfiques, plus profitables, plus actifs pour l'établissement financier. Et donc on voit bien que ce qui peut sembler évident de se dire plus je rajoute de friction, plus je perds de clients, moins je fais de business, c'est pas vrai partout. Donc c'est par ces expérimentations-là, je crois qu'on arrive aussi à faire le tri. Et je crois que ce que vous disiez juste avant était intéressant sur la segmentation. De plus en plus, on affine. Et il y a un écosystème ici présent intéressant parce que justement, à ces étapes du parcours dont je parlais, on va chercher à profiler, à créer des segments de risque. Et il existe une gamme de solutions aujourd'hui qui vont, quand elles sont complémentaires, et là c'est bien l'écosystème qui répond, permettre de mitiger ces risques et d'avoir le moins d'exposition possible à des pertes financières, réputationnelles et co. Et pour compléter sur la partie lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, j'ai l'impression que
toute cette bataille a énormément tiré vers le haut toutes ces vérifications, qu'il y a une grosse prise de conscience au niveau de l'État. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître l'histoire de Koulibaly qui a fait des attentats hyper cachers et qui s'est fait financer par différents biais. Il y a des mesures qui ont été prises par l'État, derrière par les organisations qui pouvaient permettre ces mécanismes-là. Et je pense que ça, dans tous ces malheurs, ça a quand même tiré vers le haut pas mal de vérifications et ça a beaucoup bougé les institutions publiques. Oui, et pour faire le lien, en fait, là vous parliez d'innovation. J'aimerais bien aussi vous entendre sur la partie innovation côté fraudeur. Qu'est-ce que vous voyez arriver? C'est quoi la tendance collection printemps-été 2024? Voilà. Enfin, quelles sont les tendances? On parle de phishing, on parle d'IA générative, on parle de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le plus contraignant et génère le plus de difficultés pour vous en tant que prestataire? Alors, je suis encore resté sur l'hiver 2023, moi. Donc, c'est déjà pas mal. On les met encore, il fait froid. Exactement. Sans trop de surprise, ça a été souligné tout à l'heure par Marc, on a énormément de fraude documentaire. Ça reste une grosse tendance par sa facilité. Facilité aussi bien dans les moyens à mettre en œuvre que dans les sources d'accès aux données entre guillemets fraudables ou fraudées, avec des modèles de documents génériques qui sont exploitables, personnalisables à foison. Évidemment, il y a des moyens de défense contre ça, en tout cas chez Adino on en a. Et après, les principales qu'on voit aujourd'hui sont des fraudes à l'identité avancée. L'IA générative est parmi nous. On voit effectivement arriver chez nos clients des flux avec des deepfakes qui sont de très haut niveau, qui arrivent à contrer des séquences biométriques simples. Alors il existe des contre-mesures pour aller intercepter ces parcours-là. Contre-mesures qui sont soit dans le parcours, soit après. Donc c'est là qu'on a peut-être un décalage dans la réponse à la fraude. Mais en tout cas, ouais, on a cette fraude à l'identité qui est maintenant très avancée, facile à mettre en œuvre, peu coûteuse. Et ce qu'on voit, c'est l'usage aussi des données de cyberattaques qui sont sur des attaques massives. Assez utilisé, mais l'IA générative sans aucun doute est la nouvelle tendance. Et je dirais qu'effectivement, l'IA générative, on parle des deepfakes, on a vu ce qui s'était passé, c'était à Hong Kong, avec plusieurs millions d'euros qui avaient été fraudés sur une fraude au président qui était particulièrement réaliste. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que si la fraude à la carte au niveau du paiement sur Internet est en train de baisser, on voit également que la fraude au virement, donc l'arnaque, est en train de vraiment augmenter, avec en termes de valeur plus 9% en l'espace de 1 an, et ça a fait x3. Donc on est vraiment sur une explosion de ce type de fraude où on va manipuler des gens parce qu'on a compris que maintenant sur les cartes, on a compris que sur tout le parcours e-commerce, il commence à y avoir des vrais garde-fous, et on a compris également que le virement était un petit îlot, un petit îlot de plus calme où les propriétaires de comptes étaient laissés un peu plus tranquilles, il y avait moins d'analyse de risque aussi. Et donc maintenant, on a une vraie professionnalisation avec de la manipulation sur de l'IA, avec la voix, avec où vous allez avoir par exemple des personnes qui sont appelées et on va leur dire votre enfant a été kidnappé, prenez-le au téléphone. Enfin, et vraiment des choses extrêmement poussées, ce qui fait que la victime va être prise par le temps, va pas savoir comment réagir, et c'est vraiment des situations de stress qui sont créées. C'est le nouveau type de fraude, c'est on va stresser la victime pour qu'elle ne puisse pas vérifier, on va lui donner suffisamment d'éléments pour que derrière elle se sente, on va dire, en sécurité, parce que c'est vraiment pas le cas, mais qu'elle ait vraiment l'impression que ça se passe, et pour que derrière, elle fasse le virement, plusieurs millions d'euros à quelques centaines d'euros, et c'est ce type de fraude qui est en train de vraiment se développer, et c'est pour ça que nous, chez Mastercard, on travaille sur des nouveaux modèles sur la base d'IA, avec de la collaboration entre les banques, pour pouvoir identifier ces schémas
de fraude et faire, avant que le virement ne parte, stopper le virement en disant bah voilà, là il y a un fort risque que ce virement rentre dans un schéma qu'on a identifié de fraude, d'arnaque, et voilà, protégez vos clients, contactez-les, allez voir s'ils sont sous pression, allez voir si la personne à qui ils envoient de l'argent, c'est la vraie, et c'est contacter l'entrepreneur à qui vous envoyez des fonds, est-ce que c'est vraiment son IBAN, ou est-ce qu'il a peut-être sa boîte mail qui a été piratée, parce qu'il y a ça aussi, ou encore parfois des cas encore plus durs, où ce sont des notaires qui sont piratés, et au moment de payer l'appartement, eh ben, l'argent va sur un compte frauduleux. Donc voilà, ça va très loin, et ça ruine des vies en fait. Et donc là, il faut vraiment s'attaquer à ces problématiques qui sont de plus en plus récurrentes. Après, de façon beaucoup plus triviale, on constate aussi la professionnalisation du fraudeur du dimanche, qui, parce qu'il est, effectivement, on le voit, nous, hein, dans nos veilles sur le darknet, sur les messages de Telegram, etc., il y a une vraie mise à disposition très simple et très bien marketée de mode opératoire pour tout type de fraude. Voilà, je veux telle paire de Nike, on me dit chez qui l'acheter, à quel moment, avec quel moyen de paiement, et puis pour 30% du prix, en plus on me le fait clé en main. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très très étendu, et qui quelque part vient un peu décomplexer le fraudeur du dimanche, qui a l'impression de faire quelque chose finalement qui n'est pas très grave, qui est assez simple, et qui du coup fait des réseaux qui se déploient de façon beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus difficile à arrêter. Et là-dessus, il y a de la place pour l'innovation, parce que ce qu'on vient de dire, c'est qu'en gros, le fraudeur, il va sortir les utilisateurs du système d'information, donc toutes les barrières techniques qu'on pourrait imaginer, elles ne vont pas fonctionner. Donc du coup, on est obligé d'aller sur le terrain de la prévention. On est obligé d'accompagner les utilisateurs pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation de pression, parce qu'on a des informations très particulières sur quel est son conseiller, etc., etc. Donc du coup, le terrain de la prévention, il doit être exploré, et il doit être exploré de manière contextuelle. Aujourd'hui, quand on est client d'une banque, on est assailli en fait de messages de sensibilisation qui n'ont pas vraiment de substance, parce qu'en fait c'est des trucs assez génériques, et du coup on devient insensible à cette sensibilisation. C'est quand même un peu paradoxal, ce qui fait qu'on la laisse passer, et en fait on ne met pas en place des actions, et du coup on devient extrêmement vulnérable dans ces situations d'ingénierie sociale. On sort les personnes du système d'information, on les manipule, parce qu'on n'a pas fait la bonne prévention au bon moment. Donc là, la contextualisation de la protection, en fait, c'est une place importante qui existe et qui est à prendre en fait pour traiter ces sujets-là. Oui, ça c'est nouveau finalement, parce que déjà l'information du client final, elle est assez récente. On voit qu'il y a de plus en plus on est surinformé maintenant sur la fraude. Peut-être qu'en effet, il faut distiller mieux l'information, quoi. Et pour compléter ce qui a été dit, pour reprendre ton wording sur la mode, le Jean 501, on va dire que nous on voit sur la fraude documentaire, c'est je prends un document, je le Photoshop, je le passe dans un éditeur de PDF et j'envoie. Et depuis, il y a toujours existé d'autres méthodes plus complexes sur le dark web, d'autres moteurs, mais il y a deux choses. Il y a des nouveaux moteurs pour générer des faux, donc des IA génératives, des templates préfaits mais qui respectent sur des cartes d'identité les bandes MRZ, ça veut dire qu'ils connaissent les mécanismes, donc c'est quand même très très bien fait, dans plein de langues, carte vitale, voilà, c'est très vague. Donc il y a des nouveaux moteurs, mais ce qui a beaucoup changé, et je reprends ce que tu disais juste avant, c'est que c'est l'accessibilité à ça. C'est-à-dire que je pense que la plupart d'entre vous ne sont jamais allés sur le dark web. Donc en fait, et la plupart des fraudeurs, je pense, ne vont pas sur le dark web. C'est qu'aujourd'hui, vous avez sur Snapchat, vous avez sur Facebook, vous avez et surtout sur Telegram, des groupes qui tournent et qui vous disent voici comment frauder telle structure. Je vous fournis un passeport biométrique avec empreinte pour 2500 €, ou voici comment j'ai fraudé chez tel assureur et voici le mécanisme. Et donc voilà, c'est surtout cette facilité d'accès. Et j'ai l'impression que ça vient beaucoup des États-Unis, cette méthode-là, parce que c'est quelque chose qui se fait pas mal aux États-Unis, où les gens ne vont pas frauder forcément eux-mêmes, ils vont passer par des gens et ils vont les payer. Et sur 2023, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup démocratisé chez nous. Voilà. On est toujours un peu en retard sur les Américains, donc là c'est pareil. Encore. Mais effectivement, sur l'innovation, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, on voit quand même il existe des solutions. Alors, nos réglementaires, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur nos régulateurs, alors on est au niveau européen, avec cette identité numérique et ses portefeuilles, est-ce qu'on pourra y loger à l'intérieur, la gestion qu'on en aura, peut-être un élément de réponse, parce qu'il va quelque part rajouter des frictions avec des étapes de vérification, mais plus simple, qu'est-ce qu'elle pourrait être aujourd'hui, où on va vous redemander de vous identifier, ce qui peut être un peu fastidieux. Ça répondra aussi à la mise sous pression de se dire que quoi qu'il arrive,
je vais devoir à un moment ou un autre, de manière simple, remontrer patte blanche. Mais dès aujourd'hui, sans attendre ce qui pourrait arriver d'ici 1 ou 2 ans, parce que ça, on en parle pour dans les 2-3 prochaines années, il existe des solutions en innovation, alors qui peuvent être à contre-courant, hein, c'est rajouter des frictions déjà. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir innover tout le temps, on a tendance à vouloir digitaliser hein, dans toutes les opérations financières. Et on se rend compte que parfois, une friction supplémentaire, ça peut éviter ce genre de problème. Et il existe des moyens simples, hein, on parle depuis de KYC avec de la biométrie, réutilisons cette biométrie pour des simples vérifications. C'est un stop and go de quelques secondes. Ça peut permettre de retirer certains cas, ça n'enlèvera pas tout, c'est certain, mais ça va quand même en expurger certains. Et il existe aussi une innovation sur laquelle on travaille nous en ce moment, ça s'appelle l'homme. C'est un truc assez génial, c'est-à-dire de réintroduire... Ah ouais, non, c'est un truc marrant. En fait, on réintroduit de l'humain dans des processus digitaux, c'est-à-dire qu'on a innové à tout crin pendant 10 ans sur ces processus-là, c'est vrai. Ça a apporté plein de choses, c'est indéniable, entre autres de la conversion. D'un autre côté, on se rend compte aujourd'hui qu'en remettant du processus humain, certaines de ces fraudes-là, on les stoppe. Parce qu'on a des experts qui ont un œil, qui ont des patterns de vérification, qui travaillent par exemple avec des agences comme Interpol, chez nous, pour être justement formés à ces séquences-là, et qui ont la capacité à les détecter, ce qu'un algorithme ne verra pas, même si on l'entraîne. C'est bientôt les JO, donc là on est à Donf. Même en les entraînant, à un moment ou à un autre, l'algo va trouver sa limite. Parce que justement, comme tu le disais, il y a des nouveaux cas qui arrivent perpétuellement et on ne peut pas entraîner quelque chose qui n'est pas encore prêt. Et donc l'homme est une sacrée innovation et on le réintroduit, nous, dans nos parcours, en complément d'une IA et on se rend compte que les deux ensemble ont fait des choses assez intéressantes. Je suis entièrement d'accord. Hein. Nous, ce qu'on dit chez Onetrust, c'est finalement l'investigateur devient data analyst, le data analyst devient data scientist, mais il est toujours là. Et effectivement, c'est majeur dans nos métiers pour effectivement réussir à contrer justement des modes opératoires qui sont, eux, de plus en plus automatisés. Et surtout, au-delà de effectivement, l'humain, c'est important de le combiner avec de l'IA. Et l'IA, c'est également important de comprendre qu'il faut énormément de données pour que le modèle soit efficace. Et derrière, on a quand même beaucoup d'entreprises, que ce soit les marchands, que ce soit les institutions financières, voilà. Tous sont très avares de leurs données, que ce soit des restitutions de fraude. Alors on sait que par exemple la réglementation DORA vise à ce qu'il y ait du partage de connaissances entre les institutions financières. Mais voilà, sur tout ce qui est cas de fraude, on a des institutions qui ne partagent pas ces informations-là, qui les gardent pour elles, ce qui rend certains modèles très limités. Et donc c'est aussi l'avantage que nous on a chez Mastercard, c'est d'avoir ce réseau avec des informations qui viennent de plus de 120 pays. Voilà, on est tellement grand qu'on a cette information qui arrive en temps réel sur des millions et des millions de transactions, et c'est très important d'avoir ce niveau de data, parce que sans la data, le modèle d'IA, il a ses limites. Ouais, et d'ailleurs, c'est un très bon relais vers une question qui me paraît essentielle, c'est justement ce partage de données. Alors, en effet, il y a quelques avancements chez vous à Mastercard. On se rend compte qu'en fait, une donnée ou une solution n'est pas suffisante dans une gestion globale de la fraude. Comment vous faites justement pour rassembler ces données, rassembler des technos pour avoir une efficacité globale ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on mutualise et on a l'autorisation par rapport à RGPD, etc., de mutualiser les données de tous les commerçants avec lesquels on travaille. Donc on a vraiment la mutualisation de toutes les transactions qui nous permet justement d'identifier un fraudeur chez un commerçant et de ne pas l'accepter chez un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important évidemment dans le secteur, cette notion de mutualisation. Et évidemment, on espère tous qu'on va pouvoir aller bien au-delà, mais voilà, après il y a des sujets de réglementation forcément qui sont importants. Et après, je pense que le deuxième élément important, on en parlait tout à l'heure par rapport à la notion de friction, c'est justement de s'appuyer non pas sur la donnée transactionnelle, mais sur de la donnée aussi externe, de la donnée tierce. Et c'est ce qu'on fait chez Onetrust, c'est-à-dire qu'on va aller, par exemple, on va avoir des données, adresse email, téléphone, etc., communiquées par un client dans une entrée en relation à distance bancaire, par exemple, et on va aller faire ce qu'on dit, faire les poches de ces données, c'est-à-dire aller vérifier derrière cette donnée si elle a une existence, si elle est réelle. Et pour ça, on va aller, pour le coup, chercher de la donnée tierce qui est disponible de façon ouverte. Et on va dire, est-ce que cette adresse email a, je sais pas moi, est sur un compte Facebook. Bon, ça va nous dire, oui,
potentiellement, elle a une existence. Et donc, c'est en allant justement, en s'appuyant sur tous ces faisceaux très larges, qu'on va être capable de se dire est-ce qu'il y a une réalité ou pas, et est-ce que les informations que nous communique telle ou telle personne sont des vraies informations, est-ce qu'on a une vraie personne en face. Donc, c'est au-delà de cette mutualisation, c'est vraiment ça qui nous permet finalement de connaître tout le monde, quelque part. Sur l'identité, pour compléter, c'est un peu plus complexe. Le RGPD nous met quelques bâtons dans les roues. On travaille actuellement à la mutualisation des données de KYC. Alors pas des données en elles-mêmes en réalité, mais des verdicts rapprochés à des haches de données, donc vraiment une partie anonymisée, qui nous permet potentiellement de réfléchir à une mutualisation des contrôles d'identité effectués lors de l'ouverture d'un compte, de la souscription d'un compte assurance, etc. L'idée étant de pouvoir partager les flags déjà identifiés quand j'ai typiquement, on disait, une carte d'identité trouvée sur le dark web ou achetée sur le dark web un modèle que j'ai déjà identifié et arrêté, je vais pouvoir informer tout autre établissement qui va faire un KYC avec cette personne. Non pas cette personne, mais ce document-là pour le stopper immédiatement. On n'y est pas encore parce que la réglementation n'est pas simple, mais on y travaille activement. En revanche, il existe aussi des sources externes. Je rejoins ça. Alors on n'est pas encore bien avancé en France, mais on y travaille sur la partie entre autres documents volés, ne serait-ce que ça. Ce serait pas mal de pouvoir s'y connecter de manière plus simple. Que ce soit sur les fraudes au crédit, il y a aussi là une source de données qui pourrait être intéressante à exploiter. Donc il existe ces sources externes qu'on ajoute nous dans nos parcours pour justement, encore une fois, éliminer certains cas évidents. Et enfin, on travaille nous aussi à des solutions qui permettent d'agréger de manière anonyme les données, les flux de production de nos clients, d'entrer en relation, hein, j'insiste, on est en amont des transactionnels, et qui permettent de bloquer les fraudes massives, les fraudes répétitives, en allant identifier des patterns, par exemple, de documents, de patterns d'identité, des visages qui se présentent plusieurs fois. Donc il existe un ensemble de moyens, je crois que c'est la concaténation en fait, de tous ces moyens qui quelque part crée l'agrégation de toutes ces datas. Quoi. Ça n'existe pas de manière massive encore. D'accord, des il me semble. à faire en fait. Ouais. Et juste pour compléter, je pense que c'est important de coupler l'empreinte digitale avec les informations d'identité, notamment pour tout ce qui est carte d'identité volée. Alors avant, on parlait plutôt d'identité synthétique, où c'était des fraudeurs qui allaient mélanger des informations de Madame Michu, de Monsieur Dupont, et derrière, quand on vérifie ces informations-là, on voit qu'elles existent, mais au fait, on ne fait pas le croisement entre ces informations-là pour voir si elles correspondent ensemble. Maintenant, quand on est sur une identité volée, l'important, c'est vraiment de ensuite challenger le device, l'appareil qui a été utilisé, l'IP, est-ce qu'elle est en lien avec de la fraude? Parce que concrètement, une identité volée, le fraudeur, il va sûrement avoir fait tout ce travail de fraude sur d'autres identités potentiellement, et c'est tout l'intérêt justement d'avoir accès à de la donnée de façon très globale, c'est de pouvoir dire voilà, cette identité-là, en lien avec cette IP-là et cette information de device qui a été spoofée, qui a fait tout un travail de fraude, voilà, là il y a un risque vraiment conséquent que ce soit une fausse identité ou volée, et donc il faut l'arrêter. Donc on travaille également là-dessus, et c'est un vrai travail qu'il faut mettre à disposition des marchands notamment, au-delà des PSP et des banques, parce que ça leur permet derrière de pouvoir fiabiliser au niveau de la transaction du checkout, ça leur permet de fiabiliser le client derrière et d'aller chercher, quand on parle d'améliorer l'approval rate, d'aller chercher des exemptions comme du TRA acquéreur, qui sont des mécanismes très simples aujourd'hui, qui ne sont pas toujours suffisamment utilisés, mais lorsqu'on maîtrise bien sa fraude, derrière on peut aller chercher ce type d'exemption pour faire du frictionless et pour améliorer son approval rate sur toute la chaîne de la transaction. Analyse de lien, quoi, finalement, entre les différentes données que vous récupérez. Oui. Peut-être que ça m'amène à en fait un sujet que vous avez un peu abordé tout à l'heure, avec, alors il semblerait que le dark web ne soit plus l'unique source pour les fraudeurs. Peut-être pour toi, Nicolas, quelle utilisation on peut faire du dark web? Est-ce qu'on a le droit de regarder? Est-ce qu'on peut s'en servir? Et c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on va récupérer Alors, juste pour faire le lien, en fait, donc ce qu'on vient de dire, il est important d'intégrer des données tiers, ce qui était peu présent, et moi, j'irais à fond là-dessus. Connaissons les données tiers, parce que c'est les données que les attaquants connaissent. Oui.
Donc déjà, si on est aveugle par rapport à comment un attaquant nous voit, on ne peut pas bien se défendre. Donc du coup, c'est hyper important d'aller là-dessus. Et les données tiers, elles sont de deux types. Soit c'est les données qui sont sur le web conventionnel, le web qu'on utilise tous les jours, données qu'on expose sur différentes plateformes, soit les données, les fameuses données qu'on s'est fait voler. Et souvent, on les retrouve sur le dark web ou le deep web. C'est deux espaces qui sont un peu moins fréquentés. Mais en tout cas, avoir connaissance de ces éléments-là dans tout le parcours est hyper important. Sinon, on est complètement aveugle et on ne sait pas ce que voit l'attaquant. Donc, indépendamment de ce qu'on peut en faire, on peut tout trouver, on peut tout en faire. Mais nous, en tant que défenseurs, on doit avoir connaissance là-dessus. Et est-ce que, pour le coup, je n'ai pas la réponse de est-ce qu'on a le droit ou pas d'aller sur le dark web. Ouais, Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent. Non, honnêtement, Non, mais non, mais quelqu'un dans la salle, peut-être. Oui, ah oui. Ouais. Et moi, je recommande pas d'y aller déjà parce que je pense qu'on peut y voir des choses terribles. Et vraiment, On peut se reconnaître. je pense qu'on peut vraiment voir des choses terribles. Et le deuxième point, c'est que c'est pas du tout sécurisé comme Google. Et donc, vous pouvez flinguer votre ordinateur, vos informations, en cliquant au mauvais endroit. Et en plus de ça, en surcouche, il y aura peut-être la police qui va regarder beaucoup plus attentivement ce que vous allez faire, parce que c'est peut-être possible. Pas soumis à GDPR, pas d'identité numérique, pas. Non, et puis des virus, voilà, si vous cliquez au mauvais endroit. Ouais, c'est important. Enfin, nos investigateurs sur le dark web sont évidemment identifiés auprès des autorités. Enfin, ça va sans dire, oui. mais c'est important parce que vu qu'ils sont effectivement sur des messageries Telegram de fraudeurs, etc., ils sont identifiés. Enfin voilà, c'est des choses qui sont faites de la bonne façon, sinon. Mais pour donner un petit exemple simple pour imager, parce que ça peut être des choses finalement assez simples, on s'imagine des trucs très complexes. On a, nous, des clients qui nous remontent des cas de fraude documentaire, donc parlons de pièces d'identité par exemple. Vous allez pouvoir, pour quelques dizaines d'euros, acheter des modèles de documents sur le dark web directement. Il y a des marchands de ça, qui va vous permettre, moyennant quelques photos, de décliner plusieurs identités et d'aller faire des fraudes répétées sur X banques, X sites web, etc. C'est des choses assez simples, il y a des choses bien plus compliquées, mais vous allez pouvoir aussi vous fabriquer une identité synthétique à partir de là, c'est-à-dire on va vous vendre un jeu de données complet d'une personne qui existe, vraiment. Charge à vous ensuite de la mettre en musique mais on vous vend aussi la méthode pour pouvoir vous créer une identité, ce qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire totalement imaginée, mais réelle, vous permettant d'aller contracter un crédit et de ruiner la vie de quelqu'un, par exemple. Donc je rejoins ce que disait Marc, je pense que le mieux c'est de ne pas y aller, ça me paraît pas mal. Et on a, nous, des remontées clients, on voit ce que ça donne, et c'est assez redoutable. C'est assez redoutable. Ouais, n'ayant pas une vision trop dogmatique du dark web, c'est aussi utilisé dans des cas où, dans certains pays, finalement, où la communication est bridée, vous ne pouvez pas échanger sur le web conventionnel. C'est un endroit où les personnes vont pouvoir se retrouver et échanger. Donc il n'y a pas qu'un usage en fait, négatif de cette chose-là. Dans des différentes enquêtes journalistiques où on a envie d'avoir un anonymat dans la navigation sur Internet, sur l'investigation numérique qu'on fait, en fait, il y a un aspect assez intéressant dans le dark web qu'on peut aussi exploiter. Donc il ne faut pas être que dogmatique. Et par ailleurs, il y a plein de navigateurs qui existent pour naviguer sur le dark web. Donc c'est pas non plus si compliqué que ça. Et pour également parler de ce qui peut être un scan de dark web qui soit, on va dire, éthique, c'est aussi un travail d'identifier les données qui ont été volées et de prévenir, notamment nous ce qu'on fait avec les émetteurs, on scanne le dark web pour identifier les pannes qui ont été, soit qui sont en vente, soit qui ont déjà été vendues, pour leur dire attention, voilà, vos porteurs, ils sont à risque, il y a potentiellement une fraude qui va arriver sur leur carte, on sait que la carte a été vendue, on sait qu'elle est actuellement en vente, faites quelque chose. Et donc ça, c'est une façon aussi éthique d'aller au-devant des problèmes et de scanner le dark web pour en sortir un résultat, on va dire, positif. Ok. Merci pour ce retour. Je vois qu'on est sur la fin. Je vais vous proposer un challenge. Je vais vous demander une recette miracle. Comment on trouve l'équilibre parfait ou le plus parfait possible entre la protection contre la fraude, le temps de réponse et je dirais, l'appétence pour aller chercher de nouvelles parts de marché finalement. Alors moi je peux prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'il faut il faut mettre en place une expérience utilisateur qui se base sur
la personnalisation même de toute sa façon de naviguer sur son espace client. C'est vraiment la personnalisation, l'identification, la biométrie comportementale, c'est ce qu'on appelle la biométrie comportementale. C'est savoir exactement comment est-ce que Monsieur Dupuis se comporte sur son compte lorsqu'il se connecte, savoir faire la différence entre il se connecte de chez lui et il est en vacances chez des amis, savoir si c'est un bot, si c'est du copier-coller, identifier si c'est sa façon de rester sur son appareil, si derrière il reste suffisamment de temps sur une page, si c'est ses habitudes, et c'est mettre en place ce type de pratique pour que derrière, s'il y a un comportement qui est suspect, soit ajouter de la friction, mais que ce ne soit pas systématique. Donc juste être en mesure, avec l'évolution de son comportement, savoir si là, non, on est vraiment sur quelque chose de suspect ou au contraire, c'est totalement légitime. Et dans le pire des cas, même mettre en place des systèmes de blocage de compte systématiques, de telle sorte qu'on stoppe la fraude avant qu'elle arrive. Donc c'est vraiment mettre en place des outils qui vont se baser sur la personnalité même de l'utilisateur, ultra personnalisé pour pouvoir aller au-devant des... Donc là, en mode full automatique, finalement. Que des algorithmes, enfin 100% algorithmique. C'est ce qui permet d'être, on va dire, en temps réel. Ok. Alors nous, on arrive à faire du manuel en quasi temps réel. C'est pas mal. Je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans la vente, on parle beaucoup de count-based marketing, c'est-à-dire d'aller au plus fin de nos clients pour essayer de leur parler au mieux. Ce qu'on constate, nous, chez nos clients, parce que c'est plutôt eux qui nous remontent ça, c'est qu'on voit aujourd'hui, dans la lutte contre la fraude, jusqu'ici, on avait des réponses assez massives, qu'on voulait les plus globales. Et on voit effectivement de plus en plus qu'il y a des segmentations qui se font, avec des données qui peuvent être comme celles de Netrust, typiquement, qui permettent de profiler quelque part un petit peu, et d'avoir, sur chaque segment de risque qu'on va identifier, qui peut être un changement comportemental typiquement, d'avoir une réponse qui va être une friction ou qui va être un simple challenge, qui va être l'utilisation d'une donnée simple et répandue qui est par exemple mon visage avec un simple challenge biométrique, qui sera peut-être demain le portefeuille numérique. Il y a un ensemble d'innovations aujourd'hui qui permettent de répondre à ça. Et pour rebondir, effectivement, parmi celles-ci, il y a l'homme. Je reviens, moi j'aime bien l'homme. Donc l'homme est pas mal, dans certains challenges, ça fait pas mal de choses. Et puis n'oublions pas que parfois il reste aussi le contact humain et l'agence, le magasin, ça aide aussi parfois à réduire les frictions et on oublie dans des parcours omnicanaux, pour parler paiement, passer dans un point de vente, ça peut aussi régler certains soucis, quoi. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que la tendance des entreprises, c'est financer le plus rapidement possible, rembourser, ouvrir ouverture de compte en banque en quelques heures seulement. Donc ça, c'est la dynamique globale. Et forcément, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le business est central. Et il y a de la fraude parce qu'il y a du business et il y a de l'activité. S'il n'y avait pas de business, il n'y aurait pas de fraude. Donc bon, c'est quand même l'élément prioritaire. Et donc, je pense que nous, en tant que prestataire, notre rôle, c'est de suivre cette dynamique et d'essayer d'apporter aucune friction, d'essayer de faire du traitement en temps réel. Et donc, dans notre cas, c'est traiter du flux entrant, donc des documents. Et s'ils sont bons, juste on touche à rien et ça continue son flux, ça va durer quelques secondes. Et en revanche, s'il est faux, donc là, si c'est une fraude, le parcours du client du fraudeur, il est un peu plus compliqué. Et c'est envoyé au service antifraude. Et là, il y a une ouverture d'un dossier. Mais je pense que notre rôle, c'est de suivre la dynamique du business et donc d'être efficace. Et en évitant les faux négatifs, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans plus de 90% des cas, on a, de la part des fraudeurs, effectivement, création d'un faux email, d'une fausse identité, etc. Donc nous, on est convaincus chez Netrust que cette notion de ce qu'on appelle l'ADN digital, en fait, du consommateur, de la personne, c'est ce qui va nous permettre, en temps réel ou en quasi-temps réel, en tout cas, d'émettre un red flag si on se dit, là, au vu des informations qui nous ont été communiquées, on constate qu'il y a effectivement des incohérences et donc qu'il va falloir aller creuser et effectivement aller à une étape suivante qui peut être une étape humaine. L'enjeu, c'est d'avoir évidemment le moins possible d'investigation humaine, parce que c'est clairement pas dans l'air du temps de faire attendre un consommateur quel qu'il soit, que ce soit pour une ouverture de compte bancaire ou pour l'achat d'un iPhone. Et donc l'enjeu, c'est d'être de plus en plus précis sur cette détermination de quel est finalement l'ADN digital de la personne que j'ai en face de moi. Et pour faire ça, c'est de croiser un nombre de données très important. Effectivement, on est plusieurs à en avoir parlé ce soir, pour se dire quel est le score de risque
que la personne qui est là soit finalement quelqu'un qui est une fausse personne, et donc il faut que je mette un red flag ou que je mette des roadblocks sur son chemin. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui va être l'enjeu et qui va permettre de répondre à la problématique de frictionless, qui est une problématique permanente. Et sur un autre niveau, peut-être, moi, ce qui me semble important, c'est que là, on a plein d'hyper spécialistes, en fait. Et moi, je pense que la réponse, ou en tout cas la recette miracle, elle passera par de la collaboration. Donc, le fait que tous ces acteurs, aussi bien publics que privés, grande entreprise, petite entreprise, puissent se mettre ensemble pour apporter une réponse d'écosystème. Je ne sais plus qui parlait d'écosystème tout à l'heure. Et ensuite, cet écosystème doit mettre en place des solutions. Et innover, c'est inventer et déployer. Donc, il faut l'inventer, mais ensuite, il faut le déployer à grande échelle pour protéger en fait, l'ensemble des utilisateurs et les intégrer d'ailleurs dans notre fameux écosystème. Donc, la collaboration, elle sera hyper importante dans cette réponse. Je ne peux pas être plus d'accord que ça avec vous. Revenir étant un agrégateur de prestataires comme vous êtes, donc ça va typiquement dans mon sens. Merci beaucoup. Peut-être, alors je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions, Nicolas. Voilà, ok. Eh bien, ça sera les questions à l'extérieur. En tout cas, merci pour votre attention.